peu la situation. Donc, je suis bien content de vous retrouver et de vous saluer, Monsieur Boras, et tous les participants, tous les membres de ces associations concernant les maladies rares. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien souligné, donc, grâce, j'allais dire, au TIC, malgré la conjoncture actuelle, donc le forum a été organisé de façon virtuelle. Donc, l'année dernière, déjà, on s'était posé la question en quoi la e-santé pouvait contribuer à améliorer la prise en charge donc, de ce défi sanitaire majeur que sont les maladies rares. Et donc, cette question était tout à fait légitime puisque en Algérie, la connectivité était largement développée, que s'étaient mis en place des politiques et des usages de e-santé et de télémédecine, et que donc le numérique était en développement et qu'il pouvait, comme le recommande l'OMS, servir donc au bien-être de la personne. Et donc, à l'issue de la journée de l'année dernière, on avait conclu donc que la e-santé pouvait largement contribuer donc en la développant, donc elle pouvait largement donc participer à cette perspective de répondre aux différents enjeux des maladies rares, que ce soit dans leurs projets, dans leur institutionnalisation, dans les plans nationaux qui pouvaient être mis en place. Et donc, il fallait bien sûr renforcer les prérequis qui étaient déjà en place et lever de nombreuses barrières et mettre en place une stratégie donc active pour pouvoir la développer et l'intégrer donc dans la prise en charge de ces maladies qui sont quand même prévalentes et qui posent de grands problèmes de santé. Et on avait aussi porté donc l'attention sur les médias sociaux en ce qui concernait les maladies rares en Algérie et que c'était quand même un outil important de communication, que ce soit pour les patients et leurs familles à travers leurs associations pour se faire entendre, comme vous avez d'ailleurs continué à le faire au cours de cette année, pour sortir donc de l'isolement de la rareté de ces maladies aux professionnels, donc pour renforcer leur empathie, leur compassion et bien percevoir les souffrances de leurs patients et de leurs familles, ainsi se remettre en cause et améliorer leur performance par la formation, l'expérience, l'expertise, la recherche, etc. Et bien sûr, sensibiliser la société en général, les industriels, la gouvernance, afin de s'appuyer sur le désarroi donc des patients, de leurs familles et aussi de leur succès pour développer la recherche et trouver des solutions intelligentes et innovantes, collectives, basées sur les valeurs humaines et l'éthique. Et ainsi, donc, on peut espérer améliorer la qualité de soins et la qualité de vie des patients et de leurs proches grâce à un accès de soins équitable, des parcours de soins moins chaotiques et plus adaptés, des diagnostics précoces avec des possibilités de dépistage et des traitements donc adaptés avec les innovations qui sont en train donc d'apparaître au cours de ces dernières années. Et ainsi, donc, on peut espérer aussi contribuer avec cette e-santé à faire taire les cris de désespoir et faire naître beaucoup d'espoir. Malheureusement, 2020, comme ça a été dit en introduction, la journée s'était terminée fin février. Mars a été un mois noir puisque la pandémie s'est étendue à l'Algérie et que tout a été plombé, tout s'est fermé et donc tout a été mis un peu entre parenthèses. Et au cours de cette année, donc très difficile, très éprouvante pour la population, pour les familles, pour les soignants, pour les prestataires de soins. Donc quand même, la e-santé et la télémédecine de façon générale a permis donc de résoudre certains problèmes et de mettre quand même en contact très souvent les patients, quelle que soit leur maladie, quelle que soit leur pathologie, en rapport avec leurs soignants et permettre aussi la diffusion de l'information. Et elle a été donc d'un apport assez conséquent au cours de cette crise, malgré donc tout l'arrêt, j'allais dire,
d'activité. Et donc 2020-2021, ça a été l'année de ce Covid, et on espère quand même, bon, grâce à tous ces efforts, grâce aussi aux nombreuses solutions qui sont proposées, donc sur le plan de la prise en charge, sur le plan de la vaccination, donc une reprise de la vie normale, sortir de cette crise et reprendre les projets qui s'étaient arrêtés, notamment donc dans ce domaine de la e-santé et de la télémédecine. Donc reprendre ces projets, c'est revoir donc tout ce qui se passe dans le web et essayer donc d'établir des projets et pour faire des sites web de santé en matière en particulier de maladies rares de qualité et en faire donc une priorité nationale de santé publique avec des normes de qualité à établir. Concernant les maladies rares, donc adopter des critères de qualité sur les sites web, évaluer cette qualité de l'information en ligne, concevoir et mettre en œuvre un portail central d'information pour les maladies rares. Donc, il y a beaucoup de projets qui peuvent être conçus et qui pourraient se développer grâce donc à l'effort de tous et ainsi donc, concernant donc la e-santé, donc les domaines et les différentes déclinaisons qu'elle implique, donc que ce soit l'Internet et le mobile health, donc avec tout le développement donc à travers les réseaux sociaux, leur importance donc pour l'information, leur contribution au dépistage et à la dépistage, donc permettre donc grâce à la télémédecine des diagnostics précoces, de diminuer les délais de diagnostic et l'errance diagnostique qui fait tant de mal justement au diagnostic de maladies rares. Donc permettre aussi les téléexpertises, télésurveillance à distance, le e-learning et la formation, peut-être que nous sommes en train donc de le vivre maintenant, donc grâce à ces techniques de l'information et de la communication, vous voyez, à distance, nous sommes en train de communiquer, et donc quand même c'est un apport considérable et qui permet aux patients, à leurs familles, aux professionnels, aux associations quand même de s'impliquer grandement, largement dans cette prise en charge et dans la prise en charge du patient, et donc de sensibiliser, d'informer, et aussi donc ce qui permettrait aussi de rendre service, c'est cette connexion avec les dossiers médicaux qui vont être informatisés, les capteurs connectés, les applications, donc tout ce système d'information qui peut se développer et qui contribuera grandement donc à cette prise en charge. Donc, à l'exemple donc de ce type de plateforme qui a été développée au niveau de l'hôpital pédiatrique de Trousseau, pour essayer de répondre donc aux nouveaux besoins qui sont créés par l'émergence, entre autres, des thérapies pour des maladies qui ont été longtemps considérées comme incurables. Et par ailleurs, développer aussi et les applications donc, qui peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces patients, recourir à cette intelligence artificielle donc, dont on parle beaucoup et qui nécessite donc et qui va carrément à l'assaut des dispositifs médicaux en créant donc tous ces algorithmes pour me permettre donc de l'auto-apprentissage, et tout ça donc demande à être conçu, demande à être analysé en profondeur pour relever un grand nombre de défis. Donc ça, c'est, si on veut, ça c'est un aspect de développement des techniques, de la technique, j'allais dire de la science informatique et tout. Mais en fait, bon, il faut se remettre au niveau du patient et de son soignant, de son malade, donc, et de cette relation donc, entre le médecin et le malade. Et donc, l'Internet a grandement quand même contribué à influer sur cette relation et permet donc aussi
ce qu'on appelle l'empowerment du patient et son autonomisation et qu'il devienne de plus en plus autonome parce que lui et sa famille ont quand même acquièrent beaucoup de connaissances qui leur permettent donc de bien adhérer à toutes les étapes de la prise en charge. Et donc, l'Internet donc, va grandement contribuer à la relation du médecin malade, mais il faut qu'il y contribue de façon positive. Donc, il est de plus en plus évident que l'Internet est largement utilisé par le patient et aussi son entourage familial. Et donc, c'est une évidence qui s'impose aux cliniciens et qui doit de maîtriser cet outil pour en faire un allié dans la relation avec son patient. Et donc, on doit utiliser de façon rationnelle, équilibrée, sécurisée et en ayant un esprit critique, c'est cet Internet santé par les patients et leurs familles. Il faut que cette utilisation ne perturbe pas la démarche diagnostique et thérapeutique, j'allais dire, conventionnelle, académique et tout. Et au contraire, ça doit être des compléments, ça doit apporter beaucoup d'aide. Et donc, les organisations professionnelles, les associations doivent évaluer objectivement ces sites e-santé dans un cadre réglementaire pour en faire des outils de communication qui doivent renforcer et améliorer la relation entre le patient, sa famille et les soignants, sans qu'il y ait d'engouement démesuré pour la technique ou la gadgetisation, et bien sûr en se référant aux valeurs humaines, à l'éthique, qui ne sont pas spécifiques uniquement des professionnels de santé, mais qui sont fondamentaux, quand même ces valeurs sont fondamentales dans la pratique des soins et qui sont à la base du professionnalisme médical. Donc ces médias peuvent être à l'origine de conflits, que ce soit les médias de façon générale et en particulier les médias sociaux. Ils peuvent alimenter et intensifier les conflits qui peuvent surgir entre les familles de malades, surtout gravement atteints, et les professionnels de santé. Et il faut éviter, bien sûr, d'en arriver, j'allais dire, au pire. Et au cœur de ces conflits, c'est le manque de communication efficace entre les familles et les prestataires de santé. Et donc, les médias, on doit s'appuyer sur eux pour aider à la prévention, la détection, la gestion des conflits en créant des cadres donc, qui permettent donc de régler tout ça en toute convivialité et sans en arriver au pire. Donc, ça nécessite de la formation, de l'éducation, de la communication et beaucoup d'éthique. Donc, l'éthique médicale, surtout pour les professionnels, nous devons donc être conscients lorsque nous utilisons ces médias en ligne selon les recommandations donc, de beaucoup de sociétés savantes qui nous rappellent en tant que médecins qu'on est toujours des médecins ou bien ça peut être des étudiants ou des professionnels de santé, qu'il faut protéger la confidentialité des patients, qu'il faut maintenir les limites professionnelles, qu'il faut bien réfléchir avant de partager et qu'il faut réfléchir même quand on souhaite publier anonymement. Et le mieux, c'est quand même de s'identifier et qu'il faut être très prudent, même quand on veut donner des conseils médicaux sur les réseaux sociaux et qu'on doit être conscient de tout conflit d'intérêts et qu'il faut gérer donc ces paramètres de confidentialité et leur contenu. Donc, c'est une utilisation rationnelle, réfléchie, à laquelle on peut contribuer, mais c'est-à-dire bien conscient de ce qu'on est en train de dire et en train de… concernant les usagers de santé, bon, c'est vrai que l'Internet leur permet d'acquérir de la connaissance et tout, mais il faut savoir que quand même, la médecine, ça ne s'apprend pas en 10 minutes. Vous voyez, bon, il y a cette plaque comme ça, il faut quand même un certain nombre d'années, des prérequis, de l'entraînement, de l'apprentissage, de l'expérience et tout. Et on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, prétendre être expert dans un domaine donné
et puis il arrive même, comme on parlait tout à l'heure, donc des conflits qui arrivent même au stade de la justice. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Et les lois dans ce domaine, même les lois chez nous, sont claires. Les malades, les usagers de santé, leurs familles doivent quand même observer respect et comportement correct à l'égard des professionnels. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est le respect, c'est le comportement correct pour éviter tout conflit. Donc, les réseaux sociaux, maintenant, chez nous, sont larges. On trouve les associations donc, de patients de maladies rares et de leurs familles qui sont largement représentées donc, sur les réseaux sociaux. Et c'est une très bonne chose. Donc, de nombreuses associations sont présentes. Voici leur logo. Donc, quand on les parcours, quand on parcourt leurs publications, donc ça apporte des informations sur les publications scientifiques avec des liens, des résumés, des informations sur les maladies, le signe éventuellement, l'épidémiologie, le traitement, les innovations, les annonces de congrès, de journées comme celle-là. Donc, c'est quand même un grand apport sur le plan informatif. Et donc, les consulter est toujours très intéressant et très informatif et permet donc d'acquérir des connaissances dans beaucoup de domaines. Donc, les médicaments innovants, donc les annonces de journée avec leur logo, mais en même temps, à travers ces réseaux sociaux, on voit les cris de détresse qui sont poussés par les familles en particulier et surtout par rapport à la prise en charge et aussi par rapport à l'accès aux médicaments innovants. Donc, ce sont des appels constants, légitimes, et donc ces appels sont réguliers depuis de nombreuses années, que ce soit les associations donc, qui représentent les patients, leurs familles, puisque très souvent ce sont quand même des enfants qui sont atteints, donc des professionnels, que ce soit les pédiatres, les neurologues, les internistes, et donc c'est des appels à établir un plan national de lutte, de prise en charge des maladies rares, à édifier des centres de soins spécifiquement dédiés, à établir un registre national, à développer des laboratoires très spécialisés pour le diagnostic moléculaire et génétique, résoudre le problème de la disponibilité des médicaments innovants et aborder bien sûr les conditions socio-économiques des familles qui prennent confrontées à cette prise en charge lourde et à leurs appels de solidarité. Et donc, ces cris sont poussés régulièrement, mais maintenant, on sent vraiment la nécessité de passer à d'autres étapes pour réaliser et concrétiser, et donc impliquer, si vous voulez, tous les intervenants dans le domaine de la santé. Il n'y a pas seulement, les associations sont en train d'essayer de sensibiliser, de solidariser, mais leurs efforts doivent être soutenus par toutes les institutions, par toutes les instances, par toutes les activités qui se développent dans la société. Et donc, tout ça dans le respect de l'éthique, du professionnalisme, avec beaucoup de solidarité, d'engagement, d'intelligence pour essayer de résoudre ces problèmes difficiles par rapport au diagnostic qui erre très souvent, le parcours de soins, mettre en place des politiques, vous voyez, de dépistage, surtout pour des affections comme la phénylcétonurie, donc où le dépistage quand même permettrait d'éviter de gros drames, et sortir donc bien sûr de la logique industrielle, de bureaucratie, de la logique des marchés, de la spéculation, pour essayer donc de résoudre ce problème. En conclusion, je vais reprendre les points qui ont déjà été sur lesquels on avait déjà discuté l'année dernière, qui ont été suspendus. Donc, la perspective de répondre aux enjeux des maladies rares se doit d'intégrer impérativement le développement de la e-santé et de la télémédecine dans ses projets, son institutionnalisation, ses plans, cela en renforçant déjà des prérequis. Il y a beaucoup quand même de prérequis qui existent. Il y a une organisation en place, il y a l'outil informatique qu'il faut maîtriser, développer, acquérir les usages,
Et le problème maintenant, c'est lever les nombreuses barrières répertoriées et en particulier, bon, maintenant, on est en train de conjoncture très difficile qui a été engendrée par cette crise du Covid-19. Donc, cela permettra de développer une stratégie très active, on l'espère, avec l'aide d'une bonne gouvernance. Et concernant les médias sociaux, donc c'est un outil de communication important pour les patients, pour leurs familles, pour les professionnels, pour la société en général, les industriels et la gouvernance. Et c'est comme ça qu'on peut espérer améliorer la qualité de soins et de vie des patients et de leurs proches et faire taire ces cris de désespoir et voir naître beaucoup d'espoir dans la prise en charge de ces patients. Et je vous remercie pour votre attention. Merci donc, merci professeur Sarri. Donc, je vous remercie donc infiniment donc, pour cette communication très importante. Donc, est-ce qu'il y a des questions donc? Il y a des questions à poser au professeur Sarri pour qu'on le libère. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il est là? J'ai juste une question pour le professeur Sarri. Donc, est-ce que donc oui. Donc, est-ce qu'on peut utiliser donc cette plateforme donc comme base de données pour répertorier donc faire un listing de l'ensemble des malades donc par type de maladie, tout ça. Donc, on peut avoir donc si c'est possible, toutes ces associations peuvent accéder pour avoir leur base de données, c'est-à-dire avoir un listing de toutes les familles, tous les malades de la maladie. Donc, si c'est possible, donc cela pourra nous arranger et nous permettre d'avoir une base de données au moins fiable, plus ou moins fiable. Chose qu'on n'a pas maintenant. Donc. Je pense que, c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison je vous remercie pour votre question. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que bon, j'ai quelques petits problèmes là pour me… Oui, on vous entend. On vous entend, professeur. Voilà. Donc, bon, au moins, si vous m'entendez, c'est bien. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable parce que ce qu'il faudrait, c'est que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on a été paralysé par ce qui vient de se passer cette année, où il y a eu un arrêt de tout projet, de toute idée, polarisé par cette grosse crise donc, qui a pris toute l'attention. Mais je pense que maintenant, c'est-à-dire il faut essayer dans les mois qui viennent de contacter des techniques, j'allais dire des gens de la technique, de l'informatique, qui maîtrisent un peu ces domaines, et puis essayer de les amener à contribuer pour établir, par exemple, dans le cadre de l'Alliance, parce que, bon, quand je dis Alliance, parce que c'est elle qui regroupe un peu quand même toutes les associations qui chacune, en voyant, bon, elles attirent l'attention sur une maladie particulière, mais peut-être que dans le cadre de l'Alliance, effectivement, ça serait intéressant de faire, de créer cette plateforme et de le voir avec justement les experts en matière d'informatique et tout. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et je sais qu'il y a des personnes dans le domaine technique qui aimeraient bien le faire, et même à travers, par exemple, des projets d'université, peut-être contacter les départements de l'université et trouver peut-être des personnes qui préparent des doctorats ou qui préparent dans le cadre de master. Enfin, vous voyez, donc je pense qu'il y a des choses très intéressantes à développer dans ce domaine. Et bon, maintenant, le temps, j'allais dire, est relativement limité. Vous voyez, bon, il faut peut-être qu'on aille vite, qu'on termine la matinée et tout, mais je pense qu'il faudrait peut-être rediscuter ce problème à part et essayer de ramener des personnes intéressés, motivés, qui veulent contribuer à faire à ce type, à lancer et à promouvoir ce type d'action et d'activité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien. Merci, professeur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au professeur Bon, Sarri? bonjour. J'ai juste une petite question, plutôt une intervention, si vous permettez. Oui. Ouais. Alors, je me présente, c'est Fatah Barkan, je suis pharmacien et j'ai une agence médicale installée en Algérie. Et donc, récemment, j'ai appris que vous faites beaucoup d'activités et vraiment, je vous félicite pour ça, surtout pour sensibiliser le grand public par rapport à ce sujet. Et j'ai échangé quelques mails avec Dr Bouaras en tout cas. Et puis je pense que pour répondre à toute cette demande de e-santé, de projet digital, je pense que je peux faire quelque chose. Et puis je pense que toute mon équipe sera mobilisée pour contribuer à la réalisation de vos projets, parce qu'en fait on a une équipe qui a travaillé à l'étranger et qui a travaillé en Algérie également. Donc je pense qu'on a une grande valeur ajoutée pour contribuer à cette mission que vous menez aujourd'hui. Donc dès que vous serez disponible pour en parler plus, eh bien on sera là et on va faire le nécessaire pour parler encore plus et tirer la sonnette d'alarme au sujet des maladies rares, parce que c'est un volet qui a été un peu négligé, je pense, de la part des autorités par exemple, parce que je sais que la prise en charge elle n'est pas optimisée, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de financement. Donc mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner dans la réalisation de ces projets. Et donc n'hésitez pas et puis bon courage pour tout ce que vous faites. Merci pour votre intervention. De rien. Il y a d'autres questions posées au professeur Sarri? Okay. Non, moi, j'aimerais poser une question au professeur Sarri. Ça où on est donc la télémédecine, c'est-à-dire entre les médecins. Je vous entends mal, hein, là, maintenant. Je vous pose une question. Où on est la télémédecine? C'est-à-dire, la télémédecine, où on est, c'est-à-dire? La télémédecine en Algérie. En Algérie, oui. Bah, vous savez, il y a beaucoup de… Enfin, si vous voulez, il faut voir la télémédecine en Algérie sous deux angles. Il y a celle qui est pratiquée dans les institutions hospitalières, vous voyez, et à travers le réseau RTDZ, donc de joindre les hôpitaux entre eux, vous voyez. Donc, j'allais dire, la télémédecine institutionnelle, avec des projets de développer aussi à travers les centres les polycliniques, les centres de santé. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître régulièrement dans les médias. Et puis, il y a ce qu'on appelle le deuxième aspect, donc c'est le mobile health, donc toute cette télémédecine auquel on peut recourir à travers j'allais dire, le smartphone, le portable et tout. Et donc, elle qui est, j'allais dire, maintenant, on voit par exemple se développer récemment, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de jours, il y a eu s'est développé une application qui essaye de lier les centres d'urgence de cardiologie pour la prise en charge des syndromes coronariens aigus. Donc, vous voyez, il y a des projets qui commencent à se mettre en place, il y a des activités donc, qui se développent, mais le gros de l'activité, voilà en résumé hein, ce qu'on voit. Mais en fait, grâce à la connectivité qui s'est développée, j'allais dire, on fait tous les praticiens, et surtout en cette période de Covid, ont eu recours à la communication avec leurs patients et leurs familles à l'aide déjà du portable. Vous voyez, donc ça a permis quand même et puis on reçoit les dossiers, on reçoit donc ça se met en place, et puis il y a aussi se développent, si vous voulez, des applications pour essayer de prendre pour les rendez-vous, pour mettre en contact les patients avec leur… j'allais dire, c'est encore… ça commence à se développer, voilà. Et ça devrait connaître un boom, parce que avec ce qui s'est passé cette année, quand même, on a vu l'intérêt de mettre en place ce type d'activité et de développer ces
ces domaines donc, dans l'exercice de pratique, en clinique pratique, et pas seulement chez nous, hein, de partout. Et c'est vrai, donc, on est dans un monde digital et numérique, donc c'est-à-dire à l'avenir, je pense c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup plus donc, ces technologies. C'est sûr que la digitalisation va se développer. La numérisation, c'est inévitable, hein, mais en fait, ça doit se développer quand même de façon réglementaire et en tenant compte de la spécificité de l'exercice médical. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il faut qu'il y ait des lois qui encadrent tout cela. C'est ça, donc. Exactement. Donc, c'est le cadre réglementaire qui doit être développé, qui doit être… mais ça viendra, bien sûr, au fur et à mesure avec la pratique et avec les… Mais on peut anticiper dans ce domaine, vous voyez, on peut anticiper en fonction des expériences qui ont été vécues à travers le monde, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Donc on peut s'inspirer, c'est-à-dire des expériences des autres. Oui, non, c'est sûr, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut se référer et c'est important parce qu'il y a déjà des expériences, il y a déjà des sur lesquelles on peut s'appuyer. Merci, professeur Sarr. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au professeur Sarr en ce qui concerne donc sa communication et santé dans la prise en charge des malades? Donc, on vous remercie beaucoup, professeur Sarr. Je vous en prie. On vous remercie beaucoup, professeur Sarr. Vous m'entendez? Merci à vous aussi et bon courage, bonne continuation et j'espère qu'on pourra continuer à travailler sur ce sujet, dans ce domaine. Bien sûr, on reste en contact, professeur Sarr. Bonne journée et bonne journée. Là. Au revoir. Au revoir, professeur Sarr. Au revoir. Donc, je ne sais pas si on passe donc à la deuxième communication. Je ne sais pas si professeur Zemiri s'est connecté. Professeur Zemiri, je vois qu'elle ne s'est pas encore connectée. On va confirmer sa participation, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore connecté. Professeur Zemiri. Allô? Allô, professeur Zemiri? Je crois qu'elle ne s'est pas encore connectée. Bon, mais donc, on passe donc à la deuxième partie donc, de notre journée. Donc, à savoir donc l'intervention donc, du nouveau membre de l'Alliance. Donc, on commence donc par le groupe de la réunion pigmentaire, donc, qui est représenté par Souad Yousfi, donc le porte-parole de ce groupe, qui a été fondé il y a quelques années de cela. Madame Yousfi. Madame Yousfi. Madame Yousfi. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je ferme. Bonjour, Monsieur Bourras. Bonjour. 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 Eh bien, je me présente. Je suis Madame Souad Yousfi, je suis professeure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour. Eh bien, je me présente, je suis Madame Souad Yousfi, je suis professeure d'anglais au lycée. Je suis encore freelancer et j'ai la rétinopathie pigmentaire. Docteur Bourras, oui. Je ne sais pas si je dois donner ma présentation en français ou bien en arabe, je ne sais pas. Quand vous voulez, Parce que… En français, qu'on vous comprend, les deux mots qu'on vous comprend. Oui. Oui. Les Algériens, comme ils font mon gars. Exactement. Ce soit en arabe, ce soit en arabe. Oui, non, c'est pour peut-être qu'il y a des patients qui n'arrivent pas peut-être à me comprendre. Allez, il peut poser des questions. Ok. Oui.
Oui. Eh bien, je vais commencer ma présentation en parlant de notre groupe RP Desire, qui est un groupe actif sur les réseaux sociaux. Je vais encore parler des difficultés et des obstacles en face des malades de la RP, rétinopathie pigmentaire, et je vais terminer par les objectifs de notre groupe. OK. Eh bien, je vais commencer par une petite histoire. L'histoire de Karima qui a 25 ans. Et au bout de ses vingtaines, elle a commencé de voir qu'il y a des changements dans sa vision. Elle a constaté qu'elle ne pouvait plus ramasser les choses par terre, que sa vision nocturne durant la nuit a beaucoup baissé et qu'elle n'arrive pas à, par exemple, ce changement entre la lumière et la nuit en rentrant à la maison qu'elle n'arrive pas à voir. Elle a visité un ophtalmo et il lui a dit que tu as une rétinopathie pigmentaire. Elle a encore commencé à faire des recherches et elle a constaté que les symptômes de la rétinopathie pigmentaire de l'ARP ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et dans certains cas, ça peut commencer durant l'enfance et dans certains cas, ça peut mener vers une cécité ou bien une perte de vision. Yani, malheureusement, ils perdent la vue. Et elle a encore découvert ce qui est difficile dans cette maladie, c'est qu'elle est dégénérative, c'est-à-dire elle se développe au bout des années. Maintenant, dans cette trentaine, Karima ne peut plus utiliser son PC quand il y a le fond blanc. Miss Souad Youssi, malgré votre maladie, vous êtes un exemple de motivation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vos micros. Oui, vos micros, s'il vous plaît. Laissez-la continuer. Oui. Eh bien, je disais que pour Karima, maintenant, un peu plus voir les marches, elle trouve des difficultés pour utiliser le PC, pour écrire. Et à ce moment-là, Karima a commencé à penser réellement comment elle pourra vivre autant qu'une personne et s'imposer avec la maladie de la rétinopathie pigmentaire malgré toutes les difficultés qui existent. Et avec le slogan de cette année, tous ensemble pour lutter contre les maladies rares, pour aboutir cet objectif d'autonomie et d'entraîner le patient de la RP pour être autonome, je crois fortement que l'entraide, la sensibilisation est vraiment demandée. Maintenant, je passe aux difficultés en face. Désolée, je vais premièrement présenter notre groupe RP Desire. RP Desire, c'est un groupe de personnes atteintes de cette maladie, de différentes wilayas. Actuellement, le nombre a abouti plus que 300 personnes, 362. Et une grande majorité de ces personnes-là sont des personnes instruites qui ont terminé leurs études et qui ont une très grande ambition pour réussir et pour s'imposer. Concernant les difficultés et obstacles en face d'un malade atteint de la RP, on va parler de plusieurs côtés. Côté médical,
côté social et familial, côté éducatif et côté professionnel. Je ne sais pas, docteur Bourras, si vous pouvez partager le PowerPoint. Une minute. Comme ça, c'est bon? De toute façon, moi, j'utilise mes documents, c'est juste pour l'audience. Allez, vous pouvez continuer à parler. Oui. On va commencer du côté social. Malheureusement, dans la plupart des familles, cette maladie n'est pas vraiment prise en charge, ou bien elle n'est pas vraiment très bien. Oui. S'il vous plaît, vos micros. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Pour les témoignages, on va les paroles, les maladies. Laissez-la continuer. Éteignez vos micros. Vous continuez, madame. Oui. Concernant le côté social et familial, parlons de la plupart des familles, on trouve les deux extrêmes. Ou bien le patient est totalement négligé par la famille, il n'y a pas le soutien familial de la part des familles, ou bien on trouve une hyperassistance. Et dans les deux cas, le patient ne pourra pas avoir cette confiance en soi et ne pourra pas aboutir son autonomie. Le deuxième point, la vision négative de la société par rapport aux patients, aux personnes qui portent une canne ou bien qui portent des lunettes. Ils ont toujours cette vision négative. Et même par rapport à cette envie de la part de la plupart de cette catégorie concernant avoir un droit de former une famille. Dans la société, cette catégorie et la plupart des personnes-là, ils sont déprivés de cette chance par rapport à plusieurs facteurs y compris qui ne sont pas préparés, et aussi on peut dire que la société, comme si la plupart ou grande majorité des gens, comme s'ils ont peur de cette catégorie. Aussi, si on parle encore du côté éducatif, cette catégorie-là, elle a beaucoup de difficultés. Par exemple, moi, en tant qu'enseignante, j'ai remarqué que la plupart des personnes atteintes de déficience visuelle, ils ne osent pas informer l'administration qu'ils ont ce problème-là. Et du coup, ils ont une difficulté pour suivre leurs études. Et même à l'université, par exemple, cette catégorie-là retrouve une difficulté par rapport à retrouver, par exemple, durant les examens, ils ne retrouvent pas des gens qui peuvent les aider pour écrire, pour rédiger. C'est un très grand problème. Et encore, un autre problème concernant le transport universitaire,
Même la cantine, il trouve aussi une très grande difficulté. Du coup, comme je le disais, il ne s'exprime pas, il se retrouve dans des situations vraiment difficiles. Un autre point concernant les difficultés qu'une personne atteinte de la rétinopathie pigmentaire est en face, c'est le côté professionnel et on a beaucoup à dire dans ce point-là. Malheureusement, être atteinte d'une déficience visuelle qui a un aspect paradoxal, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à comprendre, par exemple, qu'une personne atteinte de la RP ne peut pas, par exemple, descendre les escaliers, mais qu'elle peut utiliser son portable, cette personne pourra écrire. Et ils n'arrivent pas vraiment à assimiler cette maladie. Du coup, dans le côté professionnel, ils pensent qu'une personne qui ne voit pas bien, on va la mettre à l'écart. À la place de lui donner les moyens nécessaires pour travailler. Dans notre cas, on a besoin, par exemple, de matériel, d'équipement spécial, la synthèse vocale, par exemple, et aussi les auxiliaires, des personnes auxiliaires pour vraiment aider cette personne, spécialement la documentation. Un autre point concernant le côté médical. Concernant le côté médical, la plupart des patients n'arrivent pas, malheureusement, à comprendre leur maladie et à retrouver des réponses pour plusieurs questions et qui peuvent être victimes de quelques cliniques qui peuvent les exploiter et avoir cette possibilité d'avoir des opérations qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent leur mener à perdre leur vision, leur reste visuel, si je pourrais dire. Et aussi, un autre point, que concernant informer le patient de sa maladie. Je crois fortement qu'informer le patient de sa maladie est vraiment nécessaire et qui doit être lancé d'une façon vraiment qui pourrait ne pas choquer le patient. Est-ce que vous me suivez? On vous suit. OK. Je disais que ne pas informer le patient qu'il a une maladie dégénérative et que son état pourra s'aggraver les années qui viennent. C'est très important parce que si on ne l'informe pas, on va vraiment ne pas avoir la chance. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Ça coûte sur l'air. Ça coûte sur l'air. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez votre micro. Continuez, Madame Lucie. Oui, je disais, si on n'informe pas le patient que sa maladie ou bien son état de vision... Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Désactivez, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Oui. Très bien, continuez. Oui, merci, docteur Bourras. Je disais, si on n'informe pas... Oui, merci. Je disais, si on n'informe pas le patient que son état de vision pourra s'aggraver les années qui suivent, il ne pourra pas avoir la chance
d'entraîner ses sens, surtout le sens de toucher. C'est très important. Et au fil des années, il va se retrouver comme ça, dépendant des autres. Donc, je crois que c'est très, très important pour informer le patient de sa maladie dégénérative qui pourra s'aggraver, et ça va lui donner la chance pour s'adapter mieux et se préparer psychiquement à tout changement qui pourra lui arriver, et aussi à c'est-à-dire être capable et être autonome. Un autre point, c'est on ne trouve pas de spécialiste de cette maladie. Le patient, vraiment, dans plusieurs des cas, il n'arrive pas à prendre une décision claire. Par exemple, dois-je faire cette opération de cataracte ou pas? Parce qu'on n'a pas des avis, les mêmes avis. Quelques médecins nous disent, eh ben, écoutez, puisque la cataracte vous dérange, vous pouvez faire l'opération, et d'autres ils disent non, cette opération ne pourra rien vous faire. Et nous, on ne sait pas, est-ce qu'on doit faire cette opération ou pas? Un autre point concernant les lunettes, puisqu'il y a un très grand développement au niveau, c'est-à-dire optique, on ne sait pas quelles lunettes on doit acheter. Et puisqu'on est en contact conscient avec d'autres patients du monde entier, on essaye de profiter des facilités qu'ils ont. Par exemple, on a entendu des lunettes thérapeutiques, ces lunettes de différentes couleurs, et on ne sait pas quelle couleur choisir, par exemple. C'est ça, quelques opticiens n'arrivent pas à nous comprendre. Moi, j'aimerais bien, je lance un appel aux médecins, j'aimerais bien, aux ophtalmos bien sûr, j'aimerais bien qu'il y ait toujours une coordination entre les opticiens et les ophtalmos. Un autre point vraiment, vraiment essentiel. Même les médecins. Même les médecins. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Même les médecins. Mais عرفوش les verres. Allez, je prie madame تكمل وبعد vous pouvez Oui, Dunia. Oui, d'accord. Oui, ok. Oui. Merci, Dunia. Merci, Dunia. Oui. Elle disait que il y a des médecins qui ne sont pas à jour, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette information qu'il y a des lunettes thérapeutiques. Et même récemment, je parle de mon propre expérience, je voulais acheter une loupe. Mais pour acheter cette loupe, il me fallait donner la référence. Par exemple, c'est x6, si cette loupe, elle va agrandir 6 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, il faut faire un test. Mais j'ai pas pu faire le test puisque en Algérie, on n'a pas l'information là où les aides médicaux, les aides optiques se retrouvent, par exemple comme les loupes et tout ça. On ne sait pas là où on achetait ou bien faire les tests. Un autre point concernant le test génétique. Le test génétique, malheureusement, on n'a pas cette chance pour faire ce test puisque les techniques puisque la science vraiment évolue, et pour pouvoir en profiter de ça, il nous faut connaître le gène responsable de cette maladie, puisque même si c'est la même maladie, on ne retrouve pas un seul gène, il y en a
plusieurs gènes. Et c'est pour cela, par exemple, la technique des cellules souches, le khalaya al-jid'iyya, par exemple, c'est important de connaître le gène responsable pour pouvoir en profiter de cette technique-là. Je peux rajouter un point concernant les difficultés, c'est le côté psychique de ces personnes-là. Ces personnes-là souffrent d'une isolation, ils sont isolés. Une grande partie de ces personnes-là sont isolées. Ils n'ont pas cet échange et ils sont dans un état psychologique vraiment, je parle la plupart, c'est pas tout le monde sûrement, mais la plupart sont dans un état psychologique vraiment difficile. Tout ce qu'ils pensent, ils sont obsédés par l'idée de la cécité, de pouvoir perdre sa vision et ils ne sont pas prêts pour cette situation-là où cela pourra s'arriver. Ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas prêts à accepter cette situation, le fait de pouvoir perdre sa vision. Maintenant, je vais parler des objectifs de notre association. Premièrement, la première des choses, c'est bien de faire des conférences sur des émissions de télévision ou bien de radio pour sensibiliser les patients, leurs familles, toute la société et même les médecins de l'importance de prendre en charge ces patients-là et aussi pour faire comprendre cette maladie et c'est quoi la malvoyance. Parce que vraiment, c'est un point d'interrogation. Moi, je crois fortement que le patient lui-même, lui seul pourra exprimer c'est quoi la malvoyance. Parce que des fois, même quelques médecins n'arrivent pas à comprendre le ressenti et le vécu de ces patients-là. Un autre point est aussi, je disais, c'est avoir ou bien faire des rencontres entre les patients eux-mêmes, parce que c'est très important d'échanger les expériences et voir les personnes qui ont réussi malgré cette maladie. Moi, je peux citer par exemple quelques exemples. Par exemple, Dunia, dans notre groupe, elle est surveillante dans un CEM. Nassera, elle a une licence en traduction. Mustafa Mziani, c'est un traducteur. J'ai une amie qui s'appelle Thamila, qui est doctorat en communication, et il y a pas mal d'exemples que malgré... C'est-à-dire malgré leur maladie, ça ne doit pas empêcher de faire des études. Oui, exactement. Moi, je peux citer mon cas. Moi, malgré ma malvoyance, je suis professeur au lycée et j'ai pas quitté mon job, j'ai pas quitté mon poste. Très bien, très bien. Oui, c'est très important ce point-là. Encore un autre point par rapport aux objectifs de notre association, c'est le côté sécurité sociale. Vous savez que les compléments alimentaires et aussi les lunettes, c'est vraiment trop cher, surtout pour les patients qui ne travaillent pas. Donc, les lunettes sont chères, les compléments ne sont pas remboursés. On demande qu'il y ait une sorte de coordination avec, bien qu'il y ait des contrats avec les pharmacies et les opticiens pour avoir quand même une prise en charge, une réduction, parce que c'est vraiment cher, je disais, par rapport surtout aux gens qui ne travaillent pas. Aussi, le test génétique
on demande qu'il y ait des laboratoires qui peuvent, là où les patients peuvent faire leurs tests génétiques. Aussi, un autre point concernant les postes aménagés. Les postes aménagés, ça ne veut pas dire que tu es atteint, tu as une déficience visuelle, on va te dire, allez, merci, allez, on va vous mettre à l'écart, c'est bon, tu ne peux rien faire. Non, tu es un être humain et c'est ton droit d'avoir ton poste, bien sûr, de garder ton poste. C'est la responsabilité de l'État pour te donner les moyens nécessaires. Et comme je disais, si c'est nécessaire, ça demande un auxiliaire, une personne qui vous aide. C'est très important c'est-à-dire d'avoir cette possibilité. Aussi, un autre point, on a parlé, oui, encore, des cliniques spécialisées dans cette maladie-là et encore former et encourager les médecins pour se diriger vers cette spécialité-là. Parce que c'est vraiment très, très important. C'est vraiment très, très important qu'on trouve un groupe de médecins qui peuvent vraiment se spécialiser dans ces maladies-là. Aussi, je vais voir si j'ai oublié un autre point, le test génétique, oui, les laboratoires, tout ça. OK, un autre point très, très important concernant l'intégration du patient atteint, c'est-à-dire des patients atteints de la RP, de la rétinopathie pigmentaire, des centres là où, comme on voit à l'étranger, des centres là où ils peuvent s'entraîner pour s'adapter avec leur nouvelle situation. Par exemple, leur apprendre la cuisine, leur apprendre à utiliser la technologie, le téléphone, en utilisant le système vocal, le voice-over ou bien le voice-over pour les iPhones, oui. Aussi le PC avec le JAWS ou bien NVDA. Et aussi utilisation de la canne, c'est très important. C'est très important que les patients, les déficiences visuelles soient entraînés pour utiliser une canne et aussi à encourager les personnes, les déficiences visuelles à porter une canne, même si, par exemple, ils n'aiment pas la canne blanche, mais on trouve plusieurs types de cannes. C'est très important l'utilisation de la canne parce que c'est un moyen de signalisation. Vu que la vision périphérique est touchée, il y a une très grande probabilité par rapport aux accidents, surtout à l'extérieur. C'est pour ça, le port de canne, c'est vraiment très, très important pour informer les gens et pour ne pas éviter tout, par exemple, accident inattendu. Aussi, moi, comme le disait le docteur Boras, les statistiques, c'est très important à encourager les familles à sortir de cette idée d'essayer de cacher qu'ils ont, croyez-moi, j'ai beaucoup souffert de ce point-là, que beaucoup de familles, comme si c'est honteux de dire, surtout pour les filles, hein, c'est honteux de dire que j'ai une déficience visuelle, que je ne vois pas bien. Il faut encourager et sensibiliser les familles, d'informer les médecins et d'informer qu'on a cette maladie. Et on a même des grandes personnes qui ont une résistance par rapport à ça. Ils disent non, moi je vois bien, moi je vais pas porter une canne, tout ça.
C'est très important de sensibiliser les gens. Pour terminer, je dis que pour construire un être humain, on a vraiment besoin de s'entraider. C'est très important. Et pour réussir en ça, c'est très important d'utiliser toutes les ressources. La famille. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Désactivez votre micro à côté de Sonia, s'il vous plaît. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Continue, madame. Oui, je disais que construire un être humain demande l'entraide de toutes les ressources, y compris la famille, la société et l'État. Et avant tout, l'effort du patient lui-même. La conscience du patient qu'il est responsable de lui-même et qu'il doit réussir malgré son état et malgré son handicap. Le fait d'avoir cette conviction, ça va lui permettre d'être un modèle pour les autres. Je disais qu'il faut y avoir un espoir, qu'un jour, la science pourra retrouver une solution pour cette maladie. Et ou bien avant que ce jour viendra, on va rester toujours optimiste, en profiter de la vie et être des ressources positives tout en ayant productif et tout en jouant le rôle qu'on pourra jouer. Merci. Madame Douceville, pour cette intervention très instructive. Donc, on va enchaîner. Donc, je demande à M. Issad, donc le représentant du groupe de l'épidermolyse pour venir intervenir. Pour intervenir. Oui, bonjour à Dr Bourras, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Donc, en dépit de l'étrange situation dans laquelle nous sommes tous retrouvés. J'espère que la COVID-19 a épargné vos familles et qu'une vie plus ou moins normale reste possible dans ces jours-ci. Nous avons besoin de s'entraider entre nous. Pourquoi appelle-t-on les enfants papillons? Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Désactivez. Désactivez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Issad, continue. OK. Donc, pourquoi appelle-t-on les enfants papillons? Parce qu'ils vivent avec EB. EB, ça veut dire épidermolyse bulleuse. C'est une maladie rare, congénitale, qui amène la peau à se décoller et provoque des plis au moindre frottement, température, humidité, et des fois sans raison. On dit que la peau est aussi fragile que les ailes d'un papillon. Pour cela qu'on les appelle les enfants papillons. D'accord? La peau est composée de plusieurs couches qui sont maintenues ensemble par des protéines spécifiques. Elles sont indispensables pour la résistance de la peau. Le message de ces protéines est déterminé dans chaque cellule par nos gènes. Dans cette maladie, l'épidermolyse bulleuse, les mutations génétiques entraînent des erreurs dans ce message et par conséquent à des défauts dans ces protéines de sorte qu'elles ne sont plus capables d'assurer correctement leur fonction et en résulte
et on résulte que les couches de la peau ne s'adhèrent pas. Ne s'adhèrent pas correctement, ce qui fait un décollement, ce qui fait donc des plis, ce qui fait donc de la douleur. Donc, elles n'adhèrent pas correctement les unes aux autres. Donc, il y a un déslocage entre le derme et l'épiderme, ce qui fait qu'ils n'adhèrent pas correctement, donc les unes aux autres. Et même, il y a des facteurs aggravants. En plus de cette maladie, quels sont les facteurs aggravants pour cette maladie? Il y a tous les chocs, les frottements internes. Il y a aussi rajouté les facteurs température, humidité, donc le quotidien. Donc, des fois, sans raison, donc c'est des cloques, c'est des bulles qui sortent donc, dans tout le corps de la peau, dans toute la peau, donc, dans tous les organes du corps. Par exemple, donc, un vêtement ou une étreinte entraîne des ampoules et des plis. Les blessures constantes et quotidiennes augmentent également le risque du cancer de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour protéger, plus ou moins diminuer ces bulles, c'est protéger la peau et soigner les plis. Donc, on en a des plis au quotidien. On a besoin des pansements spéciaux qui sont très coûteux. Donc, leur spécificité qu'ils ne collent pas avec la peau. Parce que si elles collent, donc, c'est des blessures encore. On doit changer les bandages tous les jours. Et le processus est très douloureux et dur, plusieurs heures par jour. Donc, des fois, tu as 3-4 heures par jour que des soins. Passer des jours Monsieur Saad, il y a une participante qui demande de quelle maladie vous parlez. Donc, on n'a pas suivi au début. C'est l'épidermolyse bulleuse. Okay. L'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie. Monsieur Saad. Donc, si vous voulez que je répète donc, la définition, donc c'est l'épidermolyse bulleuse. D'accord, ok. Donc, on doit protéger la peau plus ou moins pour diminuer les risques, c'est-à-dire d'apparition d'ampoules et des plis. Donc, pour protéger la peau et soigner les plis, nous avons besoin, je disais, par des pansements spéciaux et coûteux qui ne collent pas par la peau. Donc, on doit changer les bandages tous les jours et le processus est très douloureux et dure plusieurs heures par jour. Donc, c'est un fardeau énorme pour le malade et sa famille. Et la famille supporte difficilement de le voir souffrir au quotidien. Donc, l'épidermolyse bulleuse a un impact énorme sur la vie des familles et reste souvent peu de temps pour faire autre chose que de soigner, traiter et rester au cheval des enfants donc malades ou bien des malades. Outre les bulles, les plaies et la douleur, l'épidermolyse bulleuse provoque d'autres difficultés dans la vie quotidienne. Donc, les choses simples deviennent difficiles. Même dessiner avec un crayon, donc un petit dessin, est difficile pour un enfant malade ou pour un malade. Donc, ça devient impossible même. Nous, les parents et amis des malades, donc des malades de cette maladie, l'épidermolyse bulleuse, nous essayons de nous organiser. Donc, on a une association qui s'appelle Des Bras Algérie. Donc, on souhaite rejoindre Des Bras Monde, donc, qui est une association donc, mondiale qui représente l'épidermolyse bulleuse, qui sont au chevet donc, de tous les donc qui finance les recherches, ils financent les recherches donc, au niveau mondial et apportent tout le soutien, les informations nécessaires pour cette maladie. Donc, je disais, nous sommes en train de s'organiser dans le but d'améliorer, soutenir, apporter les informations nécessaires aux malades et au corps médical. Parce que, parce que même au niveau des hôpitaux, donc, il n'y a pas assez d'informations sur cette maladie. Donc, créer une base de données pour tous les malades. En ce moment, donc, nous n'avons pas, c'est-à-dire le chiffre exact sur le nombre de malades qui est atteint par l'épidermolyse bulleuse au niveau de l'Algérie. Donc, mis à part donc, nos relations donc, entre familles, donc il n'y a pas de base de données réelle, exacte, approuvée par le ministère de la Santé. Donc, sensibilisation des familles sur les protocoles de soins, parce que passer des heures pour soigner donc, un malade nécessite donc, un protocole spécifique et une connaissance approfondie de cette maladie pour pouvoir percer, sécher
éviter les infections, donc, et éviter tout contact avec les vêtements ou autre chose qui risque d'aggraver la situation. Donc, le but de notre association, c'est de suivre les progrès au niveau mondial de ce qui se passe donc, pour les recherches thérapeutiques. Il y a plusieurs types de recherches qui sont en cours, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun traitement donc, qui est approuvé. Donc, toutes les recherches sont au stade de recherche, donc phase 3, phase 2. Donc, il y a un problème qu'on espère régler dans les prochaines années, c'est le droit à la scolarité. Donc, plusieurs enfants donc, ne rentrent pas à l'école. Donc, ne rentrent pas à l'école. Il y a même ceux qui rentrent à l'école n'ont pas le droit à un auxiliaire, alors qu'ils ne peuvent pas écrire correctement, qu'ils ne peuvent pas savoir. Donc, ils marchent sur un fauteuil roulant. Ils n'ont pas, donc c'est difficile d'avoir un auxiliaire pour les accompagner dans leur cursus scolaire, chose qui n'est pas normale dans un pays qui est l'Algérie. Donc, un autre but, c'est de créer un centre de référence EB. C'est de consolider l'ensemble des compétences, que ce soit médical, que ce soit les familles, donc, et créer donc, un groupe multidisciplinaire, donc des gens qui connaissent bien la maladie, des gens qui connaissent la rééducation fonctionnelle, des gens qui connaissent donc des psychologues, donc toutes les multidisciplinaires pour au moins accompagner les familles et traiter convenablement cette maladie. Ben, j'espère avec l'Alliance des maladies rares, donc créer ou bien donc, faire un téléthon donc, annuel, donc juste par rapport, donc nous avons donc par exemple, l'Alliance des maladies rares au niveau de la France donc, récolte annuellement 100 millions de dollars pour financer les recherches, pour aider les familles. J'espère qu'avec l'aide de tous, on arrivera à faire quelque chose comme ça. Donc, au moins avoir subventionné les recherches au niveau national pour plus donc, trouver des solutions à nos problèmes des maladies. Donc, les années passent. Mais nous, la douleur reste de même pour nos familles. Donc, plus les enfants grandissent, plus les difficultés augmentent. Donc, j'espère que cette année, donc, on essaiera de faire quelque chose pour nos familles, surtout. L'épidermolyse nécessite de gros moyens entre pansements, donc, et pommades et tout ça. La majorité de ça ne sont pas remboursables. J'espère qu'on travaillera avec la CNAS, au moins avec le ministère des Finances, pour au moins accompagner les gens donc, à avoir le remboursement de ces médicaments, donc paramédical beaucoup plus que médical. Donc, je pense avec l'aide de tous, il faut qu'on arrive à faire quelque chose et à avancer vers un monde meilleur dans les prochains ans. Okay. Merci, docteur. Donc, si vous avez des questions, quelqu'un n'a pas compris donc la maladie, je peux répondre. Merci, monsieur Saad. هذه كانت مجموعة أخرى من الأمراض النادرة للمعاناة. سمعتوا دونك معاناة تاع البيرسون اتان دو لينيت بيغمونتير والمرضى المصابين دونك بالرينيتي بإبيديرموليز بيلوز. الله أعلم بالعربية تسمى المرض الفقاعي جو كروا. الجلد الفقاعي، مرض الجلد الفقاعي. الجلد الفقاعي، بارك الله فيك. المرض الفقاعي على مستوى الجلد. هذه تصيب يعني الاطفال بكثره، دونك لي زونفون ومعاناه كبيره والله. انا في في دونك فوار لونفون دونك اتان سيت مالادي تشوف لابو تاعو هكذا كاع، يعني غير الاولياء سورتو لا مامون دونك كي سوفر ستادير شوف on voit ستادير son enfant هكذا سوفري دورون عام و 12 شهر. دونك ان شاء الله donc il faut se battre. Dans ce que je dis, il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre. Okay, il faut se battre. Inch'Allah, donc on essaiera de faire quelque chose, mais il faut que l'État s'applique. L'État donc s'implique. Donc il y a une wizard qui s'implique. Bon, à la fin on va discuter de cela. Donc il y a un autre groupe, je ne sais pas si c'est ceux des maladies auto-immunes rares. Mariam, si elle est connectée. Mariam, maladie auto-immune rare. Donc, on ne s'est pas encore connecté. Donc,
m'a confirmé sa participation donc hier. Myriam, donc, c'est une jeune présidente qui a fondé son association. Allô? Ah, Myriam. Myriam, elle était donc c'est une battante gagnante. Donc, elle est malade, elle est atteinte de maladie auto-immune rare. Elle a fondé une fondation, c'est la fondation des maladies auto-immunes rares. Myriam, donc, vous pouvez intervenir. تعرفي بالجمعيه تاعك اوكي دونك ensuite تعرفي اولا بالامراض لي مالادي اوتو ايمون رار دي بتيت ديفينيسيون ensuite تعرفي بالفونداسيون تاعك لا فونداسيون دي مالادي اوتو ايمون رار ensuite تكلمينا على المشاكل اللي يعانوا منها المرضى هذه ولي بيزوان تاعك. تفضلي مريم. انا بون بيرسونيلمون عندي دي مالادي اوتو ايمون و عندي مالادي une autre maladie qui est une maladie génétique rare. Elle n'est pas encore diagnostiquée, c'est une myopathie. Donc, les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est c'est les anticorps. Et normalement, au lieu de protéger le corps, il y a des maladies auto-immunes qui sont qui ne sont pas très la fondation des maladies auto-immunes, maladies invisibles et maladies rares, parce que ça ne se voit pas. Donc, le diagnostic est tombé. Parce que justement, ça ne se voit pas, que ce soit physiquement ou les analyses. Ça prend, on va dire, un appellement 3 et 5 ans pour le diagnostic. Et aussi, maladie rare, parce que vraiment, en fait, une maladie, mais une maladie qui n'est pas diagnostiquée parce que maintenant, les tests génétiques en Algérie pour la myopathie. C'est une myopathie rare. Une page sur Facebook, j'ai créé donc faire comme des gens qui ont des maladies qui sont encore diagnostiquées ou les relambler comme quoi c'est des maladies comme c'est rare on a les assez de tests pour les maladies donc ils ont sans traitement sans prise en charge et ça peut être parce que ça peut atteindre n'importe quelle maladie. La preuve que je عرفنا l'atteinte les reins c'est là où on a pu diagnostiquer mais certaines personnes donc on لهمش du temps et ça doit être atteint. Donc j'ai créé la et comme qui sont les كاين بزاف ناس qui sont le même j'ai décidé de créer une fondation. Parfois ça peut être fatal parce que ça peut être un أنا رغم عاداتنا الأمراض غير مرئية حبيت نسمي غير مرئية pour ne تبانش la difficulté parce que en général كاين كي يحوسوا ما يلقاوش يقولوا لهم psychiatre. Allô? Et ça peut causer beaucoup de dégâts. Je peux pas partager l'écran. Est-ce que je peux partager? Oui, alors. Est-ce que c'est possible de partager? J'ai un problème avec vous. Allez, تقدري تكملي هكذا oralement. De partager l'écran. Parce qu'en général, j'ai écrit un diagnostic floral et ça peut. Est-ce que je peux partager? Tous les 6 mois. D'autres moyens peuvent être utilisés, tels que la toux assistée, la polysomnographie, la ventilation assistée. On doit prendre des précautions pour les infections, l'oxygénation, la ventilation, la chirurgie. On risque d'aggraver l'atteinte respiratoire. La vaccination est obligatoire contre le pneumocoque et la grippe. L'atteinte cardiaque est aussi asymptomatique. On peut avoir une insuffisance cardiaque gauche, des troubles de la régurgitation de la valve mitrale, des troubles du rythme, et c'est l'imagerie qui confirmera le diagnostic. Et un traitement préventif par les IEC, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, peut être donné et certains donnent d'autres médicaments. Et bien sûr, si elle est symptomatique, il faut donner un traitement curatif. Les recommandations,
c'est de faire l'échographie initiale et un ECG obligatoirement la première fois et qu'il faut répéter une fois tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, si la marche elle est toujours maintenue, puis au moins une fois par an, s'il n'y a pas de problème. Le traitement préventif doit être démarré dès l'âge de 10 ans. Pour ce qui est de l'atteinte nutritionnelle, elle sera évaluée au diagnostic, en cours de corticothérapie, et tout déficit ou surpoids doit réviser le régime. L'atteinte de la déglutition sera évaluée par des signes directs ou indirects pour les solides ou pour les liquides. Et il y a des manœuvres qui permettent d'avoir une bonne qualité de vie, éviter les problèmes, et au pire, on fera une gastrostomie. L'atteinte digestive, on peut avoir des problèmes banaux tels qu'une constipation, un reflux gastro-œsophagien qu'on peut traiter normalement sans problème. Par contre, les troubles phonatoires qui peuvent arriver tardivement nécessitent la prise en charge par un orthophoniste qui préconisera des exercices adaptés et des stratégies compensatoires adaptées, voire des amplificateurs de parole. Les considérations médico-chirurgicales, il faut tenir compte des agents anesthésiques devant toute décision d'urgence ou de chirurgie. Il faut tenir compte des agents anesthésiques, de la perte, de la perte de sang, du risque de thrombose et de l'état même du malade s'il a une atteinte cardiaque ou s'il a une atteinte respiratoire. Les soins d'urgence doivent être adaptés. On ne doit pas donner l'oxygène par-ci, par-là, comme ça. Il doit être réfléchi. Et on ne doit pas répéter que les opiacés et les sédatifs sont dangereux et contre-indiqués en cas de myopathie de Duchenne. La survie sous traitement, certes, ce qu'on a vu l'évolution, c'est vers l'âge de 20 ans que le malade dépérit, et avec le traitement de la ventilation et l'arthrodèse instaurée en 1970-1990, il y a eu amélioration de la survie jusqu'à l'âge de 60 ans. Et grâce à la prise en charge actuelle multidisciplinaire avec l'introduction des corticoïdes, et du traitement préventif de l'atteinte cardiaque, on voit le diagnostic plus précoce et le retard des complications. Que ce soit la marche, que ce soit l'atteinte cardiovasculaire, que ce soit la ventilation, tout est retardé, et ceci grâce aux moyens qui sont utilisés pour dépister ces atteintes au bon moment et agir au bon moment, c'est-à-dire l'anticipation et la proactivité et la post-activité. Si on peut résumer la multidisciplinarité, on peut la résumer par le mot Duchenne lui-même, c'est-à-dire D, diagnostic, U, utiliser un bon support psychologique, C, c'est les corticoïdes, H, c'est l'historique du cœur, E, à chaque visite surveiller, N, ne jamais oublier la thérapie physique, c'est-à-dire la rééducation, N, ni la densité osseuse, et E, et une carte d'urgence de la maladie de Duchenne. En conclusion, la prise en charge de la maladie de Duchenne est complexe, mais possible. Organiser la multidisciplinarité est une nécessité en exploitant, coordonnant les compétences locales, tout en proposant un projet de vie, en anticipant la prise en charge des complications. Beaucoup d'espoirs sont dans les essais cliniques, et dorénavant, on ne parlera plus de maladies rares, mais on parlera de médicaments rares ou médicaments orphelins, et c'est une autre bataille qu'il faut se préparer à la gagner. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Zoumbéry, pour cette communication.
Donc, c'est vrai, donc, la maladie, la myopathie du Duchenne, auparavant, il n'y avait aucun médicament, mais maintenant, donc, il y a des produits, il y a des médicaments issus de la thérapie génique, il y a des médicaments qui sont issus de la thérapie génique, qui donc, ils vont arriver sur le marché normalement cette année. Donc, c'est un très grand espoir donc, pour ces malades. Donc, s'il y a des questions à poser au professeur Zemiri de la myopathie de Duchenne. Il y a des questions. Oui, merci beaucoup, professeur Zemiri. J'ai juste une question par rapport au nombre de personnes atteintes de maladie de Duchenne en Algérie. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre et combien de personnes sont diagnostiquées par an environ? Dans les 4000, mais le problème de la maladie, je ne peux pas dire, donc je n'ai pas de statistiques officielles par le ministère de la Santé pour dire voilà tel nombre, d'accord? Mais il y avait un article que j'ai lu, c'était à peu près 4000, il parlait de 4000. Il y avait une association qui avait parlé de 4000 Duchenne en Algérie. Mais le problème de la maladie de Duchenne, c'est qu'ils ne sont pas déclarés. Ils ne sont pas déclarés. Donc, il y a des réseaux entre les malades et c'est une maladie rare. Donc, je peux vous dire, j'ai 150 malades. Quelqu'un d'autre va vous dire, il a 200. Quelqu'un d'autre, il va vous dire 50. Mais le problème, si on a un registre, on va voir plus clair. Avec le registre, on verra plus clair. Les malades doivent se déclarer. On doit déclarer ces maladies parce que le même malade peut être partagé par plusieurs malades et il peut se répéter. Donc, c'est faussé. Les statistiques seront faussées. Mais si on a le registre, c'est le malade, on sait qu'il a été déclaré à Constantine, il est à Alger, il restera Constantine, c'est-à-dire c'est un seul malade. Donc, on n'a pas. C'est ça le biais maintenant des maladies rares. Il faut un registre des maladies neuromusculaires et un registre des maladies rares. Voilà. D'accord. J'ai juste une autre question. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre des médecins référents dans plusieurs centres hospitaliers, par exemple dans les grandes villes au moins, pour que vous puissiez déjà commencer à collecter ce genre d'informations et centraliser l'information afin d'avoir des statistiques? Le registre, je pense que M. Bourras, il est bien placé pour le registre parce que ça a été… En ce qui concerne le registre, on a ouvert un registre. Oui, il y a un registre des maladies neuromusculaires. Pour toutes les malades, se déclarent. OK. Oui. Donc, l'année passée, on a ouvert ce registre. On a commencé d'abord par les maladies neuromusculaires. L'année passée, donc, on a généralisé à toutes les maladies rares. C'est un registre qui est ouvert. Donc, le malade donc, peut s'inscrire, le parent de malade peut inscrire son enfant à travers ce registre. C'est un petit formulaire qu'ils pourront remplir en ligne. Donc, c'est tout. Voilà. Je rajoute que l'État aussi, elle est en train d'ouvrir le registre des maladies rares. C'est depuis 2018, elle nous a réunis par wilaya, donc tous les experts qui s'occupent des maladies rares sont réunis au niveau du ministère et on a posé la problématique de ces maladies-là et on doit les déclarer. Par exemple, pour la rétinite pigmentaire, c'est vrai que elle est considérée comme une pathologie normale. Et elle n'est pas déclarée comme maladie rare. Donc, il y a beaucoup de maladies rares qui ne figurent pas sur la liste du ministère et la liste des maladies rares du ministère va être élargie et grâce aux médecins et comme ça, ils vont discuter la problématique de traitement parce qu'il y a beaucoup maintenant de maladies rares qui ont un traitement rare ou orphelin et qui nécessitent une prise en charge. Voilà, c'est au niveau de chaque wilaya, il y aura un registre des maladies rares national et c'est un grand travail au niveau du ministère, pas seulement à notre niveau. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question posée à professeur Zemiri? En français ou بالعربي اللي حبيت تكلم بالعربيه تكمل بالدارجه ما كاش مشكل. J'ai juste une autre question en fait par rapport à la prise en charge. Est-ce que est-ce qu'il y a assez de médecins qui sont formés pour cette prise en charge partout en Algérie, parce que je sais qu'il y a certainement des médecins qui sont déjà habitués à ça à Alger, mais est-ce qu'il y a des médecins qui sont assez formés et qui sont au courant de ces dernières recommandations pour mieux prendre en
former, c'est-à-dire donc chacun est libre de le faire. Moi, je suis la première pédiatre, c'est pour vous, Duchesne. On a vu ces malades errer, que ce soit pour le diagnostic, même la période de diagnostic, elle est très, très difficile. Ils perdent beaucoup d'années, 3 ans, 5 ans pour arriver. D'accord? Et il arrive déjà dans un état où les résultats sont moindres. Donc, les pédiatres baissent les bras. Le malade, il est confié soit à un neurologue, soit à un orthopédiste, soit un CCiste. Et après, ça y est, on lui dit, une fois que la marche, elle est perdue, on lui dit, tu restes chez toi. Il n'y a pas de prise en charge. Nous, dès qu'on a vu qu'il y a ces recommandations, on a organisé cette prise en charge multidisciplinaire. On s'est dit, dans la mesure où il y a une possibilité d'améliorer ces malades, il faut le faire, jusqu'à bien sûr avoir le médicament qu'il faut. Et c'est ça le but justement de ces recommandations, c'est freiner la maladie pour avoir un muscle. Et au cas où il y aura un médicament, on aura le médicament, il va agir sur un muscle sain et non sur la graisse, tel que je l'ai montré. D'accord? Et c'est ça l'intérêt de la prise en charge. Mais juste avec la prise en charge multidisciplinaire, j'ai fait un travail, ça fait 10 ans que je travaille sur ça, j'ai vu qu'il y a une amélioration de la qualité de vie. J'ai retardé la scoliose, j'ai retardé la marche et l'atteinte cardiaque, sauf qui sont déjà venus tardivement. Et c'est déjà bénéfique parce qu'il y a une qualité de vie. L'enfant, durant cette période, la période des 20 années, c'est la période de la formation, c'est la période de la scolarisation. Cet enfant, même s'il est handicapé, s'il a la tête pleine, il peut s'occuper, il peut avoir une meilleure qualité de vie. Il ne va pas dépendre de maman, de papa, de X, ou bien s'isoler avec tous les problèmes que j'ai décrits, dépression, hyperactivité. Ça, c'est dû à l'isolement, à la non-activité. Mais si on forme ce malade, et s'il devient autonome, c'est formidable. Et il y a le côté associatif aussi qui peut aider, parce qu'il y a certaines, j'ai les malades de toutes les wilayas, et il y a des régions déshéritées, ils n'accèdent pas à l'école. Dès qu'il perd la marche, ou il change d'établissement, il est au primaire, il va au CEN, ça y est, on ne peut pas l'accompagner. Donc, il faut que le réseau associatif aussi se penche pour assurer au moins un transport, transporter ces malades, l'approche psychologique à domicile s'il le faut, les aides auxiliaires. J'ai imposé les aides auxiliaires à l'école. Heureusement que maintenant c'est reconnu même par l'État. Les malades qui n'arrivent pas à écrire lors des examens, on leur donne un temps supplémentaire pour écrire. Parce que ils écrivent lentement et s'ils n'arrivent pas à écrire, s'ils n'arrivent pas même à écrire, il y a quelqu'un qui va les aider. Un aidant, c'est l'auxiliaire. Donc, on prolonge cette scolarité. Je pense que la scolarité, c'est très important et l'enfant, il est épanoui lorsqu'il vit une vie normale avec ses copains, il va à l'école, il revient, il y a des choses à raconter et il ne reste pas à la maison. Surtout pas rester à la maison. Et partager, il faut le faire sortir, il ne faut pas le cacher, le malade. Les parents cachent leur malade. Il ne faut pas cacher le malade, il faut vivre avec le malade. J'ai vu beaucoup de parents déprimés et j'étais obligée de mettre à l'écart le malade et de m'occuper des mères. À la consultation multidisciplinaire, j'ai une psychologue avec moi, j'ai un kiné avec moi et le seul qui travaille le plus, c'est la psychologue et moi. Et pour vous dire que le kiné, on peut s'occuper du malade, mais la psychologie, il faut l'écoute. Il faut qu'il y ait une écoute. Il faut qu'il y ait une écoute de malade et laisser aux parents d'ouvrir leur cœur et voir leurs problèmes et essayer de les aider, les accompagner et les soutenir. Et je tiens à féliciter Monsieur Sari parce qu'il a parlé de l'impact de l'électronique dans la prise en charge de cette maladie. Moi, je pense que le téléphone m'a aidé énormément dans la prise en charge de ces malades. J'ai donné mon numéro de téléphone, il était disponible à toute heure. La psychologue, elle a donné son téléphone, il était disponible à toute heure. Donc, pour vous dire que ça aide, que ça soit pour l'écoute, que ça soit pour reporter un rendez-vous, prendre un rendez-vous,
Donc, pour leur faciliter la tâche, parce que pour déplacer un malade handicapé, c'est pas facile aussi. Il faut des moyens, d'accord? Ou bien pour transmettre des examens ou quelque chose comme ça par le Viber, c'est possible aussi. Donc, je pense que le téléphone, on peut, même si on n'a pas, il y a des gens qui ne maîtrisent pas aussi l'Internet, on peut, même si on ne maîtrise pas l'Internet, on peut utiliser le téléphone et être efficace. Et j'ai dit, j'ai bien répété, il faut utiliser les compétences locales, il ne faut pas chercher la lune pour améliorer la condition de ces maladies rares. Moi, mon but, lorsque j'ai fait ce travail, et je me suis penchée sur la myopathie de Duchenne, c'était pour les affections chroniques. Toutes les affections chroniques posent un problème et nécessitent cette multidisciplinarité. Et dans les maladies rares. Et les maladies rares, ne sont pas si rares que ça. Parce qu'un malade par là, ça fait des milliers, si ce n'est pas des millions de maladies rares. D'accord? Et donc, j'invite tous les malades rares à se montrer, à se combattre, à lutter contre la maladie. Et je pense qu'on est dans la bonne voie avec l'État, avec le ministère, avec les médecins, et créer des réseaux, parce que c'est les réseaux régionaux et de référence qui peuvent jouer un grand rôle. Voilà. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir ce réseau multidisciplinaire sur place, c'est-à-dire pour éviter les 5 lettres que je donnais aux malades, j'essayais de les exploiter sur place. Donc, en programmant, par exemple, une éco-cœur, en programmant le FR, on doit la faire sur place. On doit la faire, ou bien, il y a certains qui n'arrivent pas, je les laisse faire là où ils habitent. Mais sinon, c'est sur place qu'on doit faire ça, mais programmer pour éviter les problèmes. Et même ça, ce n'est pas un vrai problème. Même ces lettres-là, ce n'est pas un vrai problème. J'ai vu que c'est beaucoup plus l'annonce du diagnostic, c'est très important. Et l'accompagnement, parce qu'un malade, il est bien. Et après, au fur et à mesure, il se dégrade. Il se dégrade et à chaque phase, il faut être là. À chaque phase, il faut être là. Donc, il ne faut pas l'abandonner, dire, voilà, vous avez une myopathie, bonjour, bonsoir, au revoir. D'accord? Donc, il faut être là. Et c'est ça. Et la famille, elle joue un grand rôle. Et il faut partager les tâches. Il ne faut pas laisser seulement les dents qui s'occupent de tout. S'il n'y a pas les dents, c'est la fin du monde. Parce que le malade s'accroche à une seule personne. C'est tout le monde qui doit apprendre à s'occuper du malade, que ce soit pour les exercices, que ce soit pour les sorties, pour épanouir la mère, faire épanouir la mère et épanouir l'enfant malade. Il ne faut pas que ça reste seulement entre la mère et l'enfant. Et bien sûr, avec tous les réseaux aussi. Voilà. On vous remercie, professeur Zemeri, pour ces informations que vous nous avez données. Donc, je crois qu'on a terminé. Donc, merci donc, professeur. أشكركم جزيل الشكر. نشكر كاع المشاركين. Je remercie tous les participants, que ce soit les malades, les familles des malades, les associations, les groupes de patients. On reste, Inch'Allah, en contact. On reste en contact. Il y aura d'autres réunions qu'on va organiser donc, dans les mois à venir. On va sortir avec une plateforme de revendication qu'on va présenter donc, au ministère de la Santé pour qu'il y ait enfin donc, un plan national des maladies rares. Je crois que c'est ça qui va régler donc, le problème de ces malades. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre. La maladie, donc, elle peut toucher n'importe quelle personne, je le dis toujours. ما تقدر يصيب أي إنسان وهذه الجائحة هذه علمتنا بزاف حاجات. يعني الفيروس هذا قاس حتى الرئيس، قاس الوزير، أي يعني. Donc, je vous remercie. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous donc, pour d'autres journées, Inch'Allah, ou d'autres réunions. Et merci beaucoup. Barakallahu. Merci. Au revoir.